Je commence par remercier Dr Slim pour m'avoir donné cette opportunité de parler face à une communauté de docteurs médecins, de professeurs médecins, pardon. Je vais essayer de vous balancer quelques formules, mais pour les rendre un peu soft, je vais essayer d'expliquer un peu. Ça sort complètement du quotidien et il s'agit en effet de modéliser mathématiquement l'évolution, la dynamique du nombre d'infectés et ce qui s'ensuit, c'est-à-dire le nombre d'infectés, de cas modérés, de cas sévères, de morts, entre guillemets, de cas de rédemption, guérison, etc. Donc, je me présente, je suis professeur de mathématiques au département de génie informatique et mathématiques à l'INSAT. Je fais également mes recherches à l'École polytechnique de Tunis, au laboratoire d'ingénierie mathématique. Je vais inverser un peu le standard des talks en mathématiques. Donc, je vais parler premièrement de quelques références. En effet, je suis arrivé au Covid via un travail que j'ai commencé avant Covid, il y a presque une année et demie, sur la modélisation de la propagation de virus dans les réseaux informatiques. Ce travail a fait l'objet d'une publication qui vient d'apparaître d'ailleurs. Et puis, dès l'apparition de Covid, depuis le mois de mars 2020, j'ai publié d'une manière interne dans notre établissement une note de vulgarisation. Beaucoup de collègues me posaient la question comment modéliser, comment utiliser les mathématiques pour modéliser. Donc, cette note de vulgarisation j'ai eu beaucoup d'interactions avec tout le monde, je me suis intéressé à aller un peu de l'avant et faire un truc un peu plus pro par rapport à la modélisation de la dynamique du nombre d'infectés, du nombre cumulé d'infectés. J'ai envie de citer aussi le laboratoire de bioinformatique et biomathématiques à l'Institut Pasteur de Tunis. Avec eux, j'ai échangé quelques papiers, quelques expériences. C'est tout ce que j'ai comme référence essentielle en utilisant lesquelles j'ai élaboré ce travail. Par rapport au web, les données essentiellement WorldMeter, un site que vous connaissez certainement, qui est actualisé pratiquement tous les jours, qui contient toutes les données concernant le nombre cas Covid, que ce soit en Tunisie ou partout dans la planète. Il y a aussi le ministère de la Santé, le web du ministère de la Santé, il est communiqué. Et il y a aussi Wikipédia, of course, le fameux site. Tout ça, c'est mes références. Je vais commencer par ce que j'ai appelé figures. Donc, euh, les actualités sur Covid. De mon point de vue, on parle toujours on parle aujourd'hui de la troisième vague. Vague Covid, qu'est-ce que c'est que vague? On voit bien dans cette courbe une pseudo-définition, parce qu'il n'y a pas vraiment de définition mathématique de ce qu'on appelle vague. Une vague, c'est comme le mot vague indique, donc c'est une montée puis une descente. Ça s'appelle une vague. Alors, si on se fie à cette définition de vague, en effet, si on se fie à cette définition, le cas tunisien, si je regarde depuis le début de l'épidémie jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez, donc on ne va pas vraiment de vague puisqu'on a sauté d'un très peu de nombre, première vague, et deuxième vague, le nombre a augmenté jusqu'à 80 000. J'ai divisé la courbe en deux. Si on regarde depuis mars jusqu'à mi-juin, c'est-à-dire avant l'ouverture des frontières, et on regarde mi-juin jusqu'en novembre, on comprend qu'on est plus ou moins en phase 2, c'est-à-dire en deuxième vague, si j'ose dire. Il y aura une troisième vague, il n'y aura pas, ça, tout dépend de la vaccination. Alors, parlons vaccination aussi, c'est la deuxième figure que j'ai envie de présenter. Ça, c'est les trois vaccins potentiels, Moderna, Pfizer, il y a aussi le Sputnik A, le vaccin russe. Mais on ne sait pas, il y a beaucoup de polémiques dessus sur l'efficacité de ces vaccins. On entend dire que
même des professeurs éminents en médecine ou en virologie, que je ne vais pas citer, parlent, parce que c'est des informations Facebook, YouTube, etc., donc qui parlent aussi qui parlent que la vaccination ne serait pas efficace vu les caractéristiques virologiques du Covid. Même si cette vaccination est efficace, alors c'est pour quand? Pour nous, Tunisiens. Donc je pense que ça ne sera pas avant la fin de l'année, peut-être pas la fin de cette année 2020, la fin de 2021 peut-être, ou mi-2021, et avec quelle quantité. Donc c'est toujours controversé cette question de vaccination. Alors, après ces figures-là, je vais commencer par les modélisations mathématiques. Donc, vu le temps, je ne vais pas vraiment détailler tous les points que j'ai préparés. Donc, la modélisation mathématique de la propagation euh, de virus ou la modélisation mathématique de la dynamique de nombre d'infectés est vieille. Donc, elle date de 760, si on veut voir comment ça a commencé. Ça a commencé avec des matheux, bien sûr, pour le cas de la variole, s'il vous plaît. Alors, je veux attirer votre attention sur deux types de modèles. En fait, les modèles les plus vieux sont des modèles déterministes, mais ils sont assez utilisés, même aujourd'hui. On utilise beaucoup les modèles déterministes. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le modèle stochastique plutôt. Alors, la différence entre modèle déterministe et stochastique, heuristiquement parlant, grossièrement parlant, si vous voulez, un modèle déterministe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté aléatoire. Le côté aléatoire n'est pas pris en considération, pris en compte. Par contre, un modèle stochastique, ça veut dire où on ajoute un bruit, on ajoute un noise qui exprime un peu le côté aléatoire qui, qui est en vogue depuis voilà, 20 ans, c'est-à-dire tout est devenu de plus en plus stochastique en modélisation mathématique. Alors, je vais parler de modèle, un des modèles les plus utilisés en sa forme la plus simple, si vous voulez, connu sous le nom de modèle CIR. Tout le monde parle de modèle CIR, alors utilisé dans beaucoup de, beaucoup de, beaucoup d'applications, notamment Covid-19. Alors, il y a plusieurs versions plus complexes que CIR, mais CIR, c'est un des modèles les plus utilisés. Et puis, je vais parler un tout petit peu de ma petite contribution par rapport à ça, c'est-à-dire mon propre modèle. Alors, modèle CIR, CIR, c'est trois lettres, ça veut dire S pour susceptible, I pour infecté, et R pour recovered, c'est-à-dire guéri ou recovered, let's say recovered. Euh, alors, donc, si je note par ST la proportion des individus susceptibles à l'instant T, I de T est la proportion des infectés, et R de T est la proportion des individus RT. Donc, le modèle CIR s'exprime comme le montre ce système d'équations déterministes. Ici, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de terme additionnel stochastique. Donc, un individu susceptible, il devient infecté avec une proportion bêta STIT, et puis un individu IT est guéri avec une proportion gamma IT, si vous voulez. Et donc, l'évolution, la dynamique au cours du temps, c'est DST par rapport à DST par rapport à DT égale moins bêta STIT. Donc, je ne vais pas vous casser la tête avec ces équations, je vais peut-être m'arrêter un peu pour expliquer un peu cette histoire de produit, parce que certainement vous vous rappelez un peu de vos cours de mathématiques, vous distinguez certainement entre linéaire et non linéaire. Donc, en général, ce qui est linéaire est très simple, c'est des règles directes de proportionnalité. Ce qui est non linéaire, donc c'est un biproduit, c'est une bilinéarité. Alors, pourquoi cette bilinéarité? En fait, cette bilinéarité, parce qu'elle vient d'un modèle plus ou moins plus général, ce qu'on appelle le modèle prédateur-proie, équation prédateur-proie, qui est en fait le produit entre la proportion des prédateurs et des proies. Le produit provient de ce qu'on appelle la meet probability, c'est-à-dire la probabilité de rencontre. Donc, on fait le produit de proportion pour exprimer la probabilité de rencontre entre une proie et un prédateur. Et dans le modèle, la probabilité de rencontre entre un infecté et un susceptible. Donc, c'est ça qui explique un peu le caractère non linéaire, explique un peu le caractère non linéaire du système de l'équation, du système d'équation CIR.
Alors, mathématiquement parlant, si je me pose la question par rapport aux solutions, l'existence et l'unicité sont garanties par des théorèmes de mathématiques. Euh, Par contre, la solution explicite, c'est-à-dire la formulation analytique de la solution, n'existe pas, mais on connaît beaucoup sur le comportement à l'infini de cette solution, ce comportement sympathique, ce qui est le plus important. On connaît bien sûr la solution numérique, on la connaît. Alors, un mot sur le fameux R0, si vous voulez, R0 ou R0, qui est par rapport au modèle CIR, c'est tout simplement le rapport entre bêta et gamma. Il est très important, pourquoi? Parce que si je combine un peu la première et la deuxième équation, j'obtiens que le nombre d'infectés évolue quand même selon gamma R0 ST-1 et IT. Donc ça, c'est une évolution exponentielle qui dépend un peu du signe de R0 fois ST. Et donc, le comportement, ce qui fait l'importance de ce R0, parce qu'il est facile, on peut le vulgariser facilement. Donc, si R0, S0 est inférieur à 1, il va y avoir, l'épidémie va finir, va collapse, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire qu'à l'infini, on aura certainement nombre d'infectés égal 0. Par contre, si R0 à 1, donc l'épidémie va rester éternellement, il n'y aura pas d'extinction du virus. Donc c'est pour ça que R0, on le vulgarise et on le vend, même les médias parlent de R0, etc. Alors, comment le déterminer pratiquement? Donc, si je collecte les données, donc l'évolution du nombre cumulé de RT, c'est-à-dire des gens qui sont guéris par rapport au nombre cumulé d'individus infectés, le rapport suivant me permet de calculer R0 si vous voulez. Je ne m'arrête pas trop sur les détails, c'est des calculs faisables même pour des gens qui ne sont pas très matheux, si vous voulez. Avec seulement Excel, on peut faire tout ça et avec des données réelles et regarder R0. Donc ça, c'est la courbe de R0 avant la frontière, avant l'ouverture des frontières, donc elle est inférieure à 1. Donc en gros, une personne euh, peut infecter au maximum une autre personne. Par contre, dès l'ouverture des frontières, on voit une croissance. Ça, c'est des données réelles. Hein. C'est les données réelles, c'est le calcul réel de R0. Donc, on voit, on est aujourd'hui pratiquement un individu peut infecter même jusqu'à 10 individus. Donc, ça, c'est un calcul réel, si vous voulez, sur les données réelles actuelles. Euh, euh, Si je veux faire une simulation avec le modèle CIR, je vais obtenir le nombre de susceptibles qui diminue, puis le nombre d'infectés qui augmente, etc. Donc ça, ce n'est pas des données réelles pour le modèle CIR, puisque ce n'est pas le modèle sur lequel je travaille actuellement. Donc, mais je voulais vous montrer un peu l'allure des courbes. Donc, il y a une certaine corrélation naturelle entre susceptibles, infectés et les corps. Alors, un mot sur le modèle CIR, mais stochastique. Alors, en fait, un modèle stochastique, c'est le même modèle déterministe plus un noise ou un bruit qui exprime un peu l'aléa. Mais dans notre cas, l'aléa est exprimé par une augmentation euh, d'un brownien, si vous voulez. Donc ici, l'aléa pour chaque vecteur, si vous voulez, pour chaque quantité STIT n'est pas le même, ils sont indépendants, des aléas indépendants. Et les sigma, c'est l'intensité du noise. Alors, tout ça, c'est paramétrisable, on peut le paramétriser et on peut même faire des simulations aléatoires. Alors, ça donne des courbes plus belles, plus réalistes, puisqu'il y a cette fluctuation haut ou bas, donc, mais qui ressemble fondamentalement au cas déterministe. Fondamentalement au cas déterministe. Alors, ce n'est pas tout à fait, donc comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas vraiment le modèle sur lequel je travaille. Donc, j'ai appelé mon modèle a posteriori. Donc, je vous balance une formule, un slide purement mathématique, mais je vais essayer de le déchiffrer un peu pour vous. En fait, avec ce slide mathématique, qui est un résultat mathématique, il est dit que
un résumé vraiment très brutal, tout est exponentiel, en effet. En effet, on peut démontrer que n'importe quelle évolution, c'est-à-dire que n'importe quelle fonction qui dépend du temps, on peut l'approcher par une sommation d'exponentielle. Ce qui est en rouge ici dans la première équation, c'est une sommation de alpha i exponentielle. Alors, l'exponentielle, si je regarde la dernière équation, quand j'ai une évolution simple du genre dy sur dt égale à vt, la solution, c'est exponentielle. Donc, dire tout est exponentiel, c'est dire tout évolue de manière dy sur dt alpha t. Alors, si j'admets un peu ces résultats et dire que localement, toute évolution dans le temps, c'est une évolution du genre dy sur dt égale alpha y, je peux proposer, ça justifie le fait de proposer le modèle d'évolution pour le nombre cumulé d'infectés comme étant DIT égale bêta t IT dt plus un terme aléatoire, un bruit. Alors, le modèle 1, je vais prendre bêta t constant. Modèle 2, je vais coupler, je vais prendre bêta t lui-même aussi qui évolue d'une façon exponentielle, mais ici, regardez un peu l'aléa, il n'est pas proportionnel à bêta t lui-même. Par contre, DIT, l'aléa est proportionnel à IT. Je vais me contenter d'utiliser le premier modèle pour montrer que je peux faire des simulations, je peux avoir des courbes qui ressemblent à la réalité, et je peux faire du forecasting, c'est-à-dire je peux faire des prédictions. Alors, Professeur Ezgi, excusez-moi, je vous prie d'aller plus rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on est très en retard. Merci pour votre compréhension. Oui, oui. Donc, il me reste quelques slides. Je vais accélérer un peu. J'ai cru comprendre que j'ai quand même 5 minutes supplémentaires parce qu'il y a un absent. Donc, on les a tous consommés. OK, je vais aller très vite. consommés. Donc, modèle 1, donc paramétrisation. Donc, on peut calculer les constantes comme ça s'appelle paramétrisation. Ça, c'est simulation versus real data. Mai up to June, c'est-à-dire mai jusqu'à juin. Donc ça, c'est les valeurs. Donc la courbe en rouge, c'est les data, c'est les données réelles. Les courbes, les simulations, les différents scénarios, c'est en bleu. Donc la même chose après avoir l'ouverture des frontières. Donc la courbe en rouge, c'est les données réelles et les simulations, c'est en bleu. Donc c'est différents scénarios. Donc si je fais 100 scénarios et faire la moyenne, je vais retomber sur quelque chose qui ressemble beaucoup à Real Data, ce qui me permet de faire un peu de forecasting. Donc, vers la fin du 31 décembre, certainement, s'il n'y a pas s'il n'y a pas de changement politique, par exemple confinement ou autre, donc si l'état actuel des choses continue, on aura quelques 300 000 infectés vers fin décembre, un nombre très important par rapport à nos capacités hospitalières. Alors justement, parlant de capacités hospitalières, donc ça, c'est un schéma qui permet de découpler ou de coupler, en fait, c'est un couplage, donc de diviser l'infecté en cas doux ou cas mild state et un cas sévère et un cas critique. Alors les cas sévères et critiques, ce sont ceux qui nécessitent hospitalisation. Pour les cas sévères, ça nécessite une hospitalisation plus ou moins normale, et pour les cas critiques, ça nécessite une réanimation ou ce qu'on appelle intensive care. Donc, avec des proportions, le nombre d'infectés est divisé selon les cas avec des proportions P1, P2, P3. J'ai pris des chiffres plus ou moins comparables qu'on trouve dans les médias. Donc, 80%, c'est le pourcentage des cas doux qui ne nécessitent pas une hospitalisation. 18% nécessitent une hospitalisation et 2% nécessitent des soins intensifs. Alors, on obtient ce système d'équations. Donc, MT et ST évoluent aussi. Ils ont une dynamique qui est basée sur ceux de IT. Et donc, on obtient. Ça, c'est les données réelles. Donc, on est à 80 000. Donc, données réelles, si vous voulez, mild cases, severe cases, critical cases, on est à environ à 1500. Donc, ça, c'est les données simulées du passé, c'est-à-dire du 1er août jusqu'au novembre 17, ce qui me permet de faire des simulations. Donc, si je simule, je vais avoir besoin vers fin décembre de 4500 l'IREA d'après cette courbe-là.
C'est ce que je considère critique. Et donc, je voulais en fait, avec cet exposé, vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire, bien que les chiffres ne sont pas parfaitement exacts, et on peut aussi rendre plus sophistiqué le modèle et encore plus proche de la réalité. Donc, merci pour votre attention et pardonnez-moi d'avoir abusé un peu du temps alloué.